Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs du Café Presse Politique, bonjour. Nous nous retrouvons donc ce mercredi dans les conditions, le matin, dans les conditions du direct pour un nouveau numéro de ce magazine, de ce talk que présente habituellement Khaled Darni, toujours détenu à la prison de Qoléa pour son travail, pour avoir couvert le Hira, qu'on en dira un mot tout à l'heure en début d'émission. Pour m'accompagner dans ce numéro, Jafar Lakhdari, militant du collectif pour le changement démocratique. Jafar Lakhdari dans C'est pas le premier café presse politique. Bonjour Jafar. Bonjour. Nous avons avec nous dans le studio le plaisir d'accueillir à nouveau, ça fait longtemps, Chokri Ammari, écrivain, journaliste, comédien. Je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu Chokri Ammari à l'écran, ça vaut vraiment la peine. Chokri Ammari, dont on découvre qu'il est aussi hypochondriaque depuis son arrivée ici. Il n'arrête pas de cuisinier, mécanicien diesel. Mécanicien diesel. Et nous avons au bout du fil aussi pour commenter l'actualité de cette semaine Ramadan Tazit, cadre du Parti des Travailleurs et député démissionnaire. Ramadan Tazit, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Ihsan, bonjour à tous les invités. Alors j'ai oublié de rappeler la règle à ceux qui sont pas, qui ont perdu l'habitude. Donc on démarre l'émission avec une image de la semaine courte qui vous a marqué. Je vais laisser Lakhdari le dire parce qu'il est plus habitué à cela, mais j'ai complètement oublié de vous le rappeler. Oui, bah, tu me prends au dépourvu puisque je n'en ai pas. Tu peux citer ta rencontre avec. Je cède à un autre ami. Tu peux citer ta rencontre avec Chokri Ammari, c'est pas l'image de la semaine. Si, oui, bah écoute, j'en profite justement. Il évoque quelque chose qui nous a tous choqués. Moi, je suis un grand et un ancien lecteur de l'Ouatan. Et bien entendu, certains articles qui sont parus récemment m'ont choqué, comme je pense la plupart des lecteurs. Et je fais partie de ceux qui ne liront plus à l'Ouatan dans ces conditions. Voilà. Si ça continue. Si ça continue. Oui, mais tu vas rater la chronique. Tu vas rater la chronique. C'est un choix de lecteur. Tu vas rater la chronique de Chokri Ammari. On a perdu un journal de référence. Hein. Est-ce que c'est définitif? On en parlera. Écoutez, un journal, c'est un peu comme une entreprise, c'est une réputation, d'accord? Et pour bâtir une réputation, il faut des années. Et il y a eu on se souvient de certains articles courageux, des investigations qui ont mis à nu des scandales énormes. Et c'était le Ouatan qui portait tout ça. Et ça a fait de ce journal un journal de référence. Hein. Mais il suffit de quelques articles pour perdre cette réputation, et malheureusement, je crois que c'est le cas. Voilà. Alors, c'est bien lancé. Ramadan Tazib, ton image de la semaine. Moi, vraiment, tout de suite, c'est l'image des activistes de la révolution de Timimoun, qui n'ont pas lâché durant des mois et des mois, à 3, parfois à 4, parfois accompagnés d'un enfant, qui marchait tous les vendredis. Et maintenant, ils se retrouvent entre les mains de la police et de la justice, c'est-à-dire c'est les 2/3 des... Ils se retrouvent en prison, un mandat de dépôt. Qui se retrouvent en mandat de dépôt, c'est tout simplement un scandale. Voilà. Alors, j'imagine que Chokri Ammari, tu vas nous proposer une image de la semaine un peu plus joyeuse. Oui, alors l'image de la semaine, c'est moi le matin devant la glace, parce que des charrets qui grandit très vite, donc trop. Et au moment où ils ouvrent les salons de coiffure, donc j'ai hésité, bien sûr, salon de coiffure. Au moment où j'ai décidé de charler ce bahagda, ils referment les salons de coiffure parce qu'ils ont refermé les coiffeurs. Donc voilà, j'ai été obligé ce soir. Ça va. L'aplatir. À mon avis, c'était pas une urgence. Je crois que ça va devenir un problème politique national, surtout chez les femmes. Comment ne pas aller chez le coiffeur? Alors, j'ai
traditionnellement l'habitude depuis 5 numéros que je présente le Café Presse Politique à la place de Khaled Rani d'évoquer, de rappeler sa situation. J'ai pas l'habitude de citer mon image de la semaine, mais je me mets à la place de Chokri Amari. En prison, le 1er mai, Akhlea, seul dans sa cellule, le soir. De Khaled Rani. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Chokri Amari. Tu as été en prison, on peut le rappeler. Ouais, bon, tu nous raconteras ça. Tu nous raconteras ça, Chokri Amari. Ça ressemble à une prison, tu ouvres le cadre. On va parler de qui sont les fermé, il n'y a pas d'aération. J'ai l'adacta qui, on ne sait même pas d'où il est fabriqué. Donc, comme on dit, je prends à témoin les téléspectateurs. Je mets Sarali, c'est Qadir, ça. C'est Maghreb émergent. Ils auront donc mérité la censure pour des raisons sanitaires. Le fait de la semaine, 1er mai, détenu. Bon, il y a un progrès depuis le temps où tu as été en prison. Et depuis le temps où moi aussi j'étais en prison, ça remonte encore plus longtemps. Il y a une télévision dans la cellule. Et tu es obligé d'écouter le Mhatma. C'est la télévision algérienne. C'est le cas, il y avait la télévision. Ah, faut que tu avais la télévision. Toi, tu étais en 95. 96. Prisonniers des Chirois. 96. Je ne sais pas de quoi, je crois que c'est fourni par la maison. Par l'institution pénitentiaire. Quelqu'un qui sort, il laisse de l'argent ou là il envoie une télé à la salle. Voilà. Alors, Khaled Rani, et pas Chokri Amari, a été obligé de regarder la prestation du Abdelmadjid Tebboune, parlons de lui, et le présentant comme un espion. Est-ce que vous imaginez la violence d'un moment de ce type-là? Seul en prison, sans défense, et regardez le président de la République qui, dans une conjoncture comme ça, avec tout ce qui se passe dans le pays, dans le monde, trouve le temps d'inventer des chefs d'accusation, parce qu'en fait, il les a inventés. Il a inventé des chefs d'accusation qui n'existent pas dans le dossier judiciaire de Khaled Rani. Khaled Rani a été arrêté, là aussi, on fait c'est fallacieux, tahrid ala tajammu' ghayr musallah, incitation à regroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Bon, c'est farfelu, mais c'est pas ce que a évoqué le président de la République. Voilà, pour moi, ça m'a noirci ma semaine. On était à 48 heures de la Journée internationale de la liberté de la presse, et c'est le cadeau auquel nous avons eu droit. Voilà, je tenais à rapporter aussi mon fait de la semaine, et ça va être aussi un fil conducteur dans le débat d'aujourd'hui, parce que nous allons parler de la Constitution, de l'avant-projet constitutionnel, et de la misère de la fonction présidentielle dans cette Constitution, de comment la fonction présidentielle a amené l'Algérie plus d'une fois dans des impasses chrysogènes. Chokri Amari, il y a 3 journalistes détenus en Algérie sur 8000 journalistes. Tout va bien. Oui, en théorie, hein, tout va bien. C'était ma première question. 3, c'est pas le problème des journalistes. Bon, on est bien sûr solidaire avec Khaled Rani et les autres. C'est surtout que cette tendance à justifier a posteriori. On a vu la prestation de Ahmad Belhayman, Maghreb émergent, financé de l'étranger, et Khaled Rani en prison parce que oui, khalat avec l'étranger. Donc l'étranger, ça devient un chef d'accusation, alors que ce n'est pas un chef d'accusation. Et Tebboune, comme tu disais, il a raté l'occasion de faire un vrai discours courageux sur, pas que la presse, mais il a encore raté une occasion de faire avancer le pays qui reste encore coincé sur les mêmes questions de la liberté collective et individuelle. Bon, bien sûr, je vais vous poser une question. Qui a dit la liberté de la presse est garantie? Je comprends là. Abdelmadjid Tebboune a dû le dire à un moment donné. Il l'a dit, Bouteflika l'a dit, Chadli l'a dit, Boumdine l'a dit. C'est-à-dire la liberté de la presse, tout le monde dit qu'elle est libre. En fait, c'est comme avec les contrats où il y a le mot en grand, il y a des petits caractères tout petits. En fait, la liberté de la presse est garantie et en tout petit pour ceux qui soutiennent le régime. En fait, c'est ça. Dès qu'on s'écarte, il y a un problème. Et après, on se retrouve dans des absurdités qui m'avaient. Alors, l'absurdité. L'absurdité, c'est ça. Oui. Alors, le site Maghreb émergent est censuré. On est à Alger en train d'enregistrer. Il y a des personnalités qui viennent parler. TSA qui est censuré. Il y a des ministres qui donnent des interviews. Alors que c'est un journal censuré par le régime. Le cas de Maghreb émergent, je ne sais pas si on peut en parler, c'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'il y a un article qui dit que Tebboune n'est pas maître de toutes ces décisions. Bon, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que parce que maintenant, j'étais avec les F2, c'était où, je ne sais plus où. Mise en doute des capacités du gouvernement à régler la crise du virus.
Est-ce que tu vois où on est? Alors, ma question. Alors, je reviens sur Maghreb émergent. Donc, Maghreb émergent, le journaliste, il dit que bon, il n'a pas tous les leviers de la décision. Le journal est fermé, pas par la présidence, mais par celui qui a le on-off, on sait où est le levier. Et donc, en fait, c'est pas la décision de Tebboune de fermer le journal. Non, de ce que nous savons, nous, c'est sa décision. Mais ce n'est pas le débat. La question, c'est est-ce que dans la fin de cycle qu'on est en train de vivre, la fin de cycle du système qui a été marquée par le 22 février, la sortie des Algériens, pour en finir avec le 5e mandat, mais au-delà du 5e mandat, en finir avec Doula Askaria, est-ce que dans cette fin de cycle, il n'y a pas aussi des acteurs de cette période-là qui sont aussi en fin de cycle? Tu pourras dire un mot tout à l'heure de l'Ouatan Chouaké Amari. Tu ne veux pas qu'on parle de Maghreb émergent encore, Clément Loul? Non, il n'y a pas de... On est à... mais je comprends, le journal est fermé et celui qui a le hakim plastika ou le habs. Non, c'est pas facile. Il y a le hakim plastika ou le habs. On parlait de Khaled Alani. Mais c'est où le problème? C'est pas un problème. Le problème, c'est que avec les promesses du président et le côté pratique, c'est-à-dire ce qu'il a fait, l'amendement du code pénal. C'est-à-dire maintenant on peut mettre. Si je mets en doute les capacités de la présidence à gérer la crise économique, tu te le habs. Là, jamais ça la bout de filer pas au matalage. Alors le mot est lâché. Bouteflika Madaraj. Est-ce que la situation des libertés aujourd'hui, mai 2020, est-ce qu'elle est finalement pire que celle d'avant le 22 février 2019? Alors, tu as parlé d'un cycle. Je pense qu'effectivement, on a probablement un cycle a été inauguré à un moment donné. On a mis en place un système hybride après la crise 88-90. Le gouvernement Hamrouche a inauguré à la fois le multipartisme, la liberté associative et surtout un élément extrêmement important qui était la liberté de la presse, qui, même si elle était entravée par mille et une choses, était tout à fait exceptionnelle dans le monde arabe. Et ça, c'était une grande particularité. Moi, je me souviens quand j'allais chez nos amis tunisiens, j'ai des parents en Tunisie, je ramenais la presse algérienne, ils étaient stupéfaits par les caricatures de Dilem, par TNT Papier, par ceux de Kamel Daoud à l'époque dans le quotidien d'Oran. C'était quelque chose d'inédit. Et ça a participé à la maturation de la société civile de manière décisive. Ça a duré quand même, entre 90 et aujourd'hui, ça fait quand même 30 ans. Il y a de quoi former toute une génération. Ça a été un élément essentiel. Juste une parenthèse. Est-ce que tu n'as pas eu quand même le sentiment, Dilem, d'autres stars qui pouvaient d'être un alibi pour le régime autocratique algérien? Parce qu'on sait que dans les ambassades, souvent, on évoquait aller voir ce qu'écrit Chouaké Amari, aller voir ce que dessine Dilem et d'autres. On est des... Aujourd'hui, on a des alibis et on en profite. Pour faire pousser le... Mais aujourd'hui, même ça... Voilà, aujourd'hui, on a l'impression que même sur ce point-là, il y a un retour en arrière. Alors, il y a encore, effectivement, Liberté qui fonctionne encore, qui est peut-être d'ailleurs le seul journal papier qui a une ligne éditoriale à peu près indépendante, et encore. Mais tout le reste, toute la presse, notamment électronique, est pratiquement sous le boisseau, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus émettre localement. Il y a la question des journaux. Alors effectivement, même s'il n'y a pas des dizaines de journalistes en prison, 3, c'est déjà 3 de trop, surtout quand on voit les motifs pour lesquels ils sont inculpés. Et ça met en cause de ce que nous avons cru être des acquis, qui était une certaine liberté de la presse, qui a été un des grands marqueurs de l'évolution politique en Algérie. Je rappelle que malgré la décennie noire, avec tout ce qui s'est passé, la presse a continué à fonctionner, et il y avait des articles critiques qui étaient, à l'époque, qu'aujourd'hui, plus personne n'oserait, à mon avis, écrire. Voilà. Ramadan Tazibt, on ne va pas refaire le déroulé historique de la position du PT, je suis obligé de le dire, je ne partageais pas à l'époque du 3e et du 4e mandat, puisque le PT était quand même, d'une certaine façon, un soutien critique au régime de Bouteflika. Sur les questions des libertés, est-ce que vous pensez avoir fait ce qu'il fallait tout le temps pour qu'elle ne se dégrade pas à ce point? Non, d'abord, je pense que chaque parti a sa propre politique. Le Parti des travailleurs, c'est
a soutenu à un certain moment des décisions pour lesquelles il s'est battu, comme les questions économiques, questions sociales, les hydrocarbures, 51-49, l'arrêt de privatisation. Mais sur le terrain, il n'y a aucun parti qui s'est opposé réellement à la politique antinationale, antidémocratique, antisociale de Bouteflika, comme l'a fait réellement le Parti des travailleurs, parce qu'on n'est pas dans la radicalité du verbe et dans la mollesse des actes. Pour rebondir sur des sujets que vous êtes en train d'aborder, qui font effectivement l'actualité, je pense que c'est un fait indéniable que nous assistons depuis des mois, depuis des semaines, à une régression tout azimut sur toutes les questions, sur les questions démocratiques, bien sûr, sur les libertés démocratiques, des lois liberticides qu'on n'a jamais connues auparavant. Je veux parler du code pénal qui interdit tout simplement aux Algériens, à tous les Algériens, d'avoir un regard critique sur l'action du gouvernement et même d'avoir un avis contraire avec celui du pouvoir en place. Donc il y a un climat général délétère, il y a une situation de terreur que veut créer le pouvoir en place pour empêcher toute réflexion indépendante, mais surtout dans l'espoir de tuer dans l'œuf la révolution qui certainement va rebondir après la fin du confinement. Et d'ailleurs, on est en train de constater à l'échelle nationale, malgré les risques effroyables de ce Covid-19, que sur la santé publique, on peut vivre une catastrophe sanitaire dans notre pays parce que justement ce régime a passé son temps à casser tous les acquis de l'indépendance et en premier lieu le secteur de la santé. Donc nous faisons face comme nation à un danger imminent, un danger de mort, avec quasiment des mains vides. Mais aussi sur le plan social, nous sommes assis sur un volcan. On va pouvoir développer sur le volcan social. La question que je veux enchaîner pour avancer un petit peu dans ce qu'a fait presse politique, c'est celui, évidemment on a démarré avec les promesses présidentielles, les libertés, donc là c'est visiblement raté, et même lourdement raté, on a pris le chemin inverse. On n'a jamais vu l'appareil judiciaire et policier tourner à plein régime comme en ce moment. Des dizaines et des dizaines d'arrestations arbitraires, de convocations policières, de tous ceux qui ont un avis souvent objectif d'ailleurs, sur la politique. C'est un tournant autoritaire qu'on est en train d'assister, un tournant autoritaire. Alors le tournant autoritaire, c'est celui dans lequel nous allons devoir recevoir l'avant-projet de réforme constitutionnelle promis par Abdelmadjid Tebboune. Ça va se passer dans un contexte où les libertés sont piétinées, où donc la constitution actuelle n'est pas respectée. Alors pour aller un peu aux promesses et pour rester sur les promesses d'Abdelmadjid Tebboune, il avait fait de la réduction des prérogatives présidentielles un des axes de sa réforme constitutionnelle les plus importants, partant de l'analyse que l'hyperprésidentialité, la concentration de pouvoir au niveau de la présidence de la République, était une source de problème. La preuve, c'est qu'on n'a jamais réussi à se débarrasser de la Blaise Bouteflika du point de vue du système, parce qu'il avait trop de prérogatives et l'article 120 ne pouvait pas être activé, tous les leviers étaient entre ses mains, et donc la Constitution produisait de la crise parce qu'elle donnait trop de pouvoir au président. Alors, ma question, avant qu'on aille plus loin dans le débat, est-ce que vous avez un peu le sentiment que sur cette question-là, ce qui va nous arriver dans les prochains jours, la publication de cet avant-projet, nous réserve de bonnes surprises? Est-ce que vous avez le sentiment que Abdelmadjid Tebboune va réduire de ses propres prérogatives? Oui, déjà, il n'a pas vraiment beaucoup de prérogatives. Bon, c'est ce que tu dis, on parle de la Constitution, de ce qui est écrit. Il va avoir moins de prérogatives, mais au profit de qui? C'est ça la question. Après, si c'est les mêmes appareils qui vont continuer à décider par consensus, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on ne croit pas beaucoup à la Constitution, puisque m'a coûté trop là. La Constitution garantit la liberté de rassemblement, de manifestation, mais en pratique, elle n'est pas libre, elle n'est pas respectée. Les gens vont en prison pour ça. Là, tu dis, le gouvernement, il gère mal la crise, donc la Constitution, la pratique, après, bien sûr qu'on attend le président sur ses promesses, et je pense qu'il va, comme on disait, oublier le côté
indépendance de la justice, liberté collective et individuelle, pour se recentrer sur les articulations entre l'Assemblée, le Sénat, la présidence. Mais le problème en Algérie, c'est que tout ça a été centralisé et en même temps décentralisé, parce que la décision, ça a toujours été prise par une espèce de trépied, c'est la présidence, les services secrets et l'armée. Donc c'est les trois qui décident. En fait, le régime est déjà décentralisé. En fait, il faudrait le recentraliser pour le redécentraliser, mais vers des institutions civiles. Alors ça, c'est un peu, ça regroupe un peu en partie l'analyse d'Arbi Marhoum à la même place la semaine dernière sur les cercles concentriques et le trépier. Jafar Lakhdari, non, tu ne suis pas, c'est pas sérieux, Choukri Amari. Tu ne suis pas Radio M. L'analyse aujourd'hui, recentralisée comme le dit Choukri, pour redécentraliser, est-ce que c'est ça qui va se passer avec la nouvelle constitution, ou est-ce qu'on est dans un scénario où parce que la dernière période de bouteflika, c'est quand même beaucoup de concentration de pouvoir à la présidence. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Où effectivement, on va redécentraliser, redonner du pouvoir à d'autres, à la société et aux institutions autonomes. Ce bouteflika de la présidence, c'est pouvoir relatif. Hein. Quand une certaine institution a décidé de mettre un terme à ses fonctions, il a suffi d'une lettre et il est parti. Ah, hein. je suis pas d'accord. Il y avait des millions de personnes dans les rues, on peut pas. Attends. Qui était vraiment centralisé, c'est Aïd Bouteflika, c'est pas la présidence. Pourtant, il avait 70%. Il résistait, bien entendu, c'est ça qui a décidé certaines institutions à prendre ces décisions. Mais concrètement, non mais je parle pas de ça, je parle du pouvoir de la présidence. Le pouvoir de la présidence, il n'a pas tenu face à une décision qui lui a dit, non, tu t'en vas. Et ça s'est été réglé en 10 minutes. S'il y avait effectivement, il n'a pas tenu face à la s'il y avait le pouvoir dont tu parles, qui innervait tout l'État, etc., il y aurait eu plus de résistance de ce clan. Mais je te rappelle que non seulement il est parti, mais que derrière, tous ceux qui étaient affidés, etc., se sont retrouvés dans des situations que l'on connaît. Bon. Non, c'est pas un argument. Ça peut pas être un argument. Le Shah d'Iran avait tous les pouvoirs, ça l'a pas empêché de tomber. C'est-à-dire si l'argument et l'armée à un moment donné n'a pas joué le jeu de le défendre. Mais bon, moi j'allais. Non mais ce que je veux dire, c'est que dans le système, dans le système qui est le nôtre, les institutions ne sont pas les lieux réels du pouvoir. Voilà. Et c'est ça le problème, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il y a toute une revendication au niveau de la transformation des institutions grâce à une constitution qui soit véritablement démocratique, c'est-à-dire fondée sur un processus démocratique. C'est ça la raison. Parce que sinon, on aura des constitutions, comme celles que nous avons eues jusqu'à aujourd'hui, qui sont inappliquées et inapplicables. Elles vont toutes proclamer des beaux principes, la démocratie, tout ce qu'on demande figure dans toutes les constitutions qu'on a eues, sauf qu'elles n'ont jamais été appliquées. Sauf que chaque fois qu'il y a eu une contradiction entre les faits et même des lois qui sont votées, qui sont en contradiction avec la loi fondamentale, y compris la liberté d'expression, de presse, etc., eh bien, il n'y a aucune institution qui se lève, comme par exemple le Conseil constitutionnel, comme par exemple le Parlement, qui disent non, c'est pas possible. C'est ça une démocratie, c'est ça un fonctionnement démocratique. Bon, ces pouvoirs existent, mais ils ne peuvent pas être saisis parce que ces institutions ne sont pas le lieu réel du pouvoir. Et pourquoi il faut une constitution ? C'est pas tellement une constitution qu'il faut, c'est un processus démocratique qui amène une constitution. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une constitution ? Là, il faut revenir aux fondamentaux. Une constitution, c'est à un moment donné une loi fondamentale qui a pour objet de limiter le pouvoir, de définir la manière dont s'organisent les pouvoirs, d'abord les distinguer et de les limiter. Et historiquement, ça s'est mis en place, ce sont des revendications qui ont été portées par des sociétés civiles contre des monarchies, en général des monarchies de droit divin, qui considéraient que le source ultime du pouvoir, c'était le roi désigné par Dieu, point. Donc, la Constitution, c'est une rupture par rapport à ça, et c'est ce qui définit le champ du pouvoir. Et c'est le processus quand on n'a pas un processus démocratique à la base d'une Constitution, eh bien, on n'a pas en réalité d'institution de Constitution. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les régimes autocratiques
constatant les régimes autoritaires, constatant qu'effectivement aujourd'hui c'est une opinion commune que la démocratie c'est effectivement un passage obligé, que c'est le meilleur des régimes, eh bien se sont pratiquement tous dotés d'élections, de constitutions, etc. Mais ce qui fait la différence entre une démocratie et un système autoritaire, c'est que dans un cas la constitution est applicable et qu'il y a des véritables institutions qui jouent leur rôle, un parlement qui censure. Voilà, c'est ça justement. Si je peux te couper rapidement. Voilà. Et pour les avoir, il faut un processus. Je reviens. Je termine là-dessus. La manière dont les choses sont engagées font qu'on a une répétition de ce que nous avons connu. Nous avons déjà eu 4 constitutions, plus plusieurs amendements, et nous sommes dans la situation où nous sommes. Et inutile d'être grand clair pour dire que si la procédure choisie est appliquée, eh bien on n'aura pas un changement fondamental. Ramdan Tazit, donc vous avez avec le groupe, vous avez été parlementaire pendant longtemps. On va dire au plus fort du Hirak l'année dernière, le débat c'était Assemblée constituante, transition ou pas. Mais aujourd'hui évidemment ce débat a un peu évolué et on pourrait attendre dans une révision constitutionnelle après une année de mouvement populaire qu'elle donne plus de pouvoir aux parlementaires. Or, de ce que nous savons aujourd'hui, je pose la question, je ne sais pas si vous, au PT, vous avez les mêmes informations. L'avant-projet de la Constitution qui va être publié la semaine prochaine prévoit de maintenir le tiers présidentiel dans le Sénat et donc de maintenir en fait sous la coupe du président de la République le pouvoir parlementaire. En fait, il n'y a pas de pouvoir parlementaire puisque le président pourra toujours censurer les projets de loi de l'Assemblée. Est-ce que, premièrement, vous avez les mêmes informations et puis deuxièmement, surtout, comment vous voyez redistribuer du pouvoir au Parlement dans un processus constituant. Alors, je pense qu'on ne peut pas parler de révision de la Constitution de la même manière en tout temps et en tout lieu. En Algérie, il y a une véritable révolution qui a bouleversé les rapports de force, qui a ébranlé le régime. Il y a une exigence de rupture radicale avec le système, avec ses pratiques, avec ses institutions antidémocratiques. Et nous pensons au Parti des travailleurs que ce n'est pas avec une réforme venue d'en haut que les Algériens pourront accéder ou réaliser leur aspiration à une véritable démocratie, à la liberté, etc. Et en même temps, on ne peut pas réduire. On parle de la Constitution comme si on est en 2012, en 2010 ou en 2009, alors qu'il y a un an, il y a une révolution qui s'est installée dans ce pays et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et il faut revenir aux questions fondamentales du peuple algérien. Non, ça Ramdan, on est d'accord, mais je voulais du point de vue de la logique du système. Est-ce que vous pensez qu'il va maintenant qu'Abdelmadjid Tebboune a touché au pouvoir et qu'il a goûté au pouvoir et qu'il commence à concentrer au niveau de la présidence des leviers, il a un conseiller militaire, il change des généraux, il a toujours Saïd Chingriha intérimaire, il insiste pour qu'à la télévision on dise qu'il est ministre de la Défense et commandant-chef des forces armées, etc. Une fois qu'il a touché à ça, est-ce que vous croyez qu'il va tenir sa promesse et baisser les prérogatives Tao? Non, je pense que par-delà les personnes, ça a toujours été le cas. Il y a eu beaucoup de personnels qui ont changé depuis des décennies, et même cette année, l'année passée, mais le système, il est toujours là, avec ses pratiques, avec ses méthodes répressives, avec la censure. Non, ce n'était pas la question. Juste par rapport à la fonction présidentielle, est-ce que le président, vous attendez, vous avez accompagné Bouteflika qui était un hyper-président. Aujourd'hui, le système veut réduire les prérogatives du président, et c'est ce qui a été annoncé. Est-ce que vous pensez que ça va se faire avec le projet? On est dans la logique du système. Hein. Pour le moment, on ne parle pas de la réponse de Hirak. On en parlera dans la deuxième moitié de l'émission. Mais dans la logique du système, est-ce que Tebboune va réduire de ce qui circule, de ce qui va se faire, va réduire de ses prérogatives au niveau du magistrat, au niveau du Parlement, etc. Alors, ça peut se faire parfaitement pour essayer de vendre un produit, une sorte de réforme. Mais même si on a un président qui n'a pas
les prérogatives de l'ancien, du président déchu Bouteflika, le système avec ses institutions antidémocratiques. Monsieur Chawri Lamari tout à l'heure disait on retire des prérogatives pour les donner à qui? Si on n'a pas de parlement, si on n'a pas une justice indépendante, si on n'a pas un quatrième pouvoir qui est la presse qui est libre d'agir, s'il n'y a pas respect des libertés fondamentales, liberté de manifestation, d'organisation, de liberté syndicale, liberté démocratique, ça veut dire que c'est un changement dans le système et non pas un changement du système. Et les Algériens, ils ne pourront pas être satisfaits et donc ils continueront à se battre. Il y a aussi une question qui n'est pas subsidiaire, c'est le fait que cette question de la Constitution est remise sur la table alors que le Covid est en train de s'installer dans notre pays. C'est-à-dire que qui va discuter de cette Constitution? C'est pas le bon timing. Voilà. C'est pas le bon timing. Chokri Amari, est-ce que tu vas nous contaminer déjà? Tu viens de Est-ce que tu vas t'intéresser à la Constitution, au débat constitutionnel? Est-ce que tu penses que tes citoyens vont s'intéresser à ce débat, compte tenu du contexte justement que vient d'évoquer je ne peux pas parler au nom de mes concitoyens, mais non, ça ne m'intéresse pas. Là, c'est qu'on parle souvent de Constitution, mais on oublie que, par exemple, l'Assemblée, actuellement, elle a le droit de refuser une loi qui m'a coûté trop l'eau, proposée par le gouvernement. Est-ce qu'elle le fait? Non. C'est-à-dire qu'elle a des droits qu'elle n'utilise pas. Donc, en fait, on a des chambres, des structures qui mettent l'Assemblée, le Sénat. C'est pas les chambres, c'est pas le contenant, c'est le contenu. C'est qui fait comment on fait rentrer des députés et des sénateurs? Par allégeance, par soumission, par calcul, par fraude, par cara. C'est ce moyen qu'il faut régler. D'un autre côté, on a des juges il y a une constitution qui dit on n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un pour un délit de presse ou parce que Moldahar a eu un rassemblement. Mais pourtant, ils le font. Pourtant, il y a des lois. Comment faire pour que ce juge ne soit pas sous influence par d'autres réseaux qui ont plus intérêt à ne pas appliquer la Constitution, qui est pourtant très claire sur ce sujet? On a le Conseil de la magistrature qui est chargé, en théorie, selon la loi, de gérer la carrière des magistrats, donc d'empêcher justement les systèmes de sanctions si on n'applique pas les ordres venus de je ne sais pas où, du Mouloudia, de l'USMO, de la JSK. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer ça. Ce n'est pas les lois qu'il faut changer. C'est les pratiques. C'est les pratiques, comment faire pour empêcher ce genre de choses. Je ne sais pas, alors, sur le timing, Jafar, ça va se passer au moment où il n'y a pas de pression populaire, au moment où il n'y a pas d'intérêt particulier pour ce type de débat. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est le problème des pouvoirs. C'est-à-dire qu'à partir des pouvoirs sont concentrés essentiellement au niveau de l'exécutif, bien entendu, il n'y a pas le niveau d'indépendance nécessaire pour que les institutions puissent fonctionner et puissent stopper et faire valoir le droit. C'est ça l'enjeu. Justement, les pouvoirs judiciaires. Pourquoi le député il ne peut pas refuser une loi qui vient du gouvernement? Parce que d'abord, en amont, effectivement, les élections sont largement chapeautées. C'est ça qu'il faut régler. En aval, il y a mille et une manières de faire. Donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, effectivement, et en plus, les prérogatives du Parlement, de toute façon, sont très très limitées. Alors maintenant, revenons. Oui. Si on revient à la question du timing. Alors effectivement, mais ça, il faut reconnaître que c'est un événement, exogène, inattendu, en plus qui pose un vrai problème, parce que quand on a pris la position que tu sais sur la question de la pandémie, on imaginait un confinement ou une suspension pour une durée limitée. Bon, parce que tout le monde voyait, en gros, à l'été, l'affaire est réglée et les choses reprendront leur cours. Et ça, c'était un raisonnement général. Aujourd'hui, on sait que ce ne sera pas le cas. On sait que, comme on dit, qu'il va falloir vivre avec le virus, qu'il va y avoir des risques associés, et que tant qu'il n'y a pas une solution... On parle de quel virus, là? De type... du coronavirus, bien sûr. Donc on sait que cette situation qui va être faite de stop and go, qui est une situation d'exception, elle va durer probablement encore 1 an. Et ça change beaucoup de choses, et on n'a pas encore assez réfléchi. Et je rappelle que d'ailleurs, c'est un problème qui est posé, y compris dans les démocraties, parce que le confinement et les mesures qui l'accompagnent, sont restrictives des libertés. Et comme tu le sais, il y a partout dans le monde une véritable interrogation à cet égard. Bon, alors, donc dans ces conditions... C'est des prospectives, non, c'est pas des prospectives. On avait parlé d'un pic en Algérie, il n'y a pas eu de pic.
D'accord. 500 morts, Allah yarhamou, mais c'est rien par rapport aux 20 000 morts américains. Oui, mais la question que se serait-il passé avec des structures de santé, entre parenthèses défaillantes. Certes, mais la question que se serait-il... Le virus peut disparaître comme il est apparu. Tu es en train d'appeler au retour du Hirak plutôt dans la rue. C'est ce que tu es en train de faire à l'instant. Mais je ne vais pas te censurer pour ça. Le Tebboune Z mal le virus. Tu sais qu'ils sont arrivés en même temps. Le 12 décembre, c'est pas une atteinte. Ils sont arrivés en même temps. Oui. Ils sont arrivés en même temps. Lui, il arrive le 12, le Covid arrive le 13, à Wuhan. C'est pour ça que tu as demandé de quel virus... Il y a un cheminement parallèle et c'est normal qu'aujourd'hui, les deux... Bon, on écoute parce que je vais dire des choses. Peut-être je pense. Je connais la tonalité des billets de Cheikh Ahmad. Donc, oui, alors effectivement, oui, il y a un timing, évidemment, parce que si on était, ne serait-ce qu'au niveau du Hirak, il y a une feuille de route qui est appliquée, que nous n'approuvons pas, clairement. Pourquoi ? Parce que ce que nous exigeons, pour la région que j'indiquais tout à l'heure, c'est un processus constituant démocratique. Idéalement, ça pourrait être une assemblée constituante. Alors, je me doute bien que dans les circonstances actuelles, c'est pas jouable. Mais en tout cas, introduire des éléments de débat démocratique dans le choix de la Constitution pour une raison forte et simple. Pour que la Constitution soit applicable, il faut qu'il y ait un processus démocratique. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de processus démocratique dans l'élaboration de la Constitution, alors cette Constitution ne sera pas appliquée ni applicable. C'est-à-dire que ceux qui va l'initier, le jour où ça va le gêner, il passera outre. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les gouvernements qui nous ont précédés. Ils ont tous agi ainsi. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait, par exemple, pour reprendre le cas tout simplement de Bouflera, quand il a vu, il change la Constitution. Hop là, on le fait rapidement, on passe une fois, on élargit le nombre de mandats présidentiels, puis le lendemain, on revient et on rétablit le... Bon, voilà comment ça se passe. C'est pour ça que je ne crois pas à la Constitution. Alors, le problème d'aujourd'hui... Il y a des pays démocratiques qui vivent sans Constitution. C'est parce qu'ils ont effectivement des traditions, ils ont de la... Mais le problème d'aujourd'hui, effectivement, on a un souci, c'est-à-dire que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des assemblées, pour qu'il y ait des réunions, pour qu'il y ait un débat, et en plus, il y a une feuille de route qui ne répond pas aux exigences minimales du Hirak. Alors, rappelons une chose, c'est que Tebboune avait bien commencé, parce qu'il a posé une question qui est juste. Il a dit, il y a une crise institutionnelle, il faut changer les institutions. Et là, il avait raison. Et moi, j'étais d'accord avec lui, et c'est pour ça que je suis de ceux qui étaient partisans d'avoir de parler sur cette base. La seule différence, et ça c'est une différence, et ça c'est une différence, laissez-moi terminer, la seule différence, et c'est une différence fondamentale, celle-là elle est fondamentale, c'est le processus démocratique, le processus constituant. De quel processus constituant on parle ? Si on est sur les anciens schémas, celui qui est proposé avec un système plébiscitaire, alors c'est retour dans la case départ. Si on est... Et là, il y a des possibilités. Je rappelle que, par exemple, la Constitution algérienne est la seule... Retour à la case départ, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut appeler au boycott ou il faut aller voter ? Il faut participer au débat constitutionnel ou il faut aller voter ? Je vais te poser la question tout à l'heure, Ramadan. Bon, on est dans un processus fermé, c'était la révision de 2016. Il faut participer au débat. C'est ce que c'est les débats. De toute façon... Moi, je ne crois pas au débat sur ce genre de projet. Une seconde, Ramadan, c'est Choqué qui répond. Après, on peut s'intéresser. Après, il va falloir voter ou pas. Une seconde, il n'y a pas de conseil de vote. Une seconde, c'est Ramadan, une seconde. Donc toi, tu es pour participer au débat, mais sans illusion. Participer sans illusion, là, je ne participerai pas parce que je redis ce que je disais là. Ce n'est pas les chambres qu'il faut changer, c'est la façon de les remplir. C'est pas une crise d'institution. Donc pour toi, le vrai enjeu, c'est pas le crise de personnel politique. La Cour des comptes, avec quelle personne l'Office de lutte contre la répression. L'enjeu, c'est le Conseil de la magistrature. L'enjeu, c'est le personnel politique. Donc c'est la représentation. Donc c'est plutôt les élections qui viennent après, plus que le texte constitutionnel. Si les élections accouchent d'un changement de type de nomination. Question précise, Ramadan. Question précise. Le Parti des travailleurs participe et est membre du pôle pour l'alternative démocratique, le PAD, qui reprend ses activités, je crois savoir, demain. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons le plaisir
plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau du Café Presse Politique. Est-ce que, de ce que vous avez en préliminaire discuté avec vos collègues du PAD, est-ce que vous allez rester sur la trajectoire de 2019, c'est-à-dire de ne pas participer et de rejeter les échéances électorales en absence de liberté et en absence d'un processus démocratique, ou est-ce que vous allez changer de démarche? Bon, on n'est pas encore là, donc les discussions vont avoir demain. Il y a eu des échanges, ce qui a obligé un peu les acteurs du pacte pour l'alternative démocratique à se réunir demain, c'est la dégradation de la situation politique, notamment avec les dizaines d'arrestations et le climat de terreur que veut installer le pouvoir en place pour faire passer ces projets. On a l'impression, dans tous les cas, c'est comme ça que c'est perçu, que le pouvoir est en train de régler ses comptes avec ceux qu'il considère comme étant des meneurs ou des activistes, mais en même temps, y compris cette histoire de la Constitution, la remettre là tout de suite sur la table avec les mêmes méthodes de l'ancien. Vous vous attendiez pas à ce parce qu'on pensait qu'il allait respecter la trêve et ne pas la sortir. Effectivement, ça c'est une petite surprise dans sa conférence de presse du 1er mai. Vous vous attendiez à cela? Oui, et en même temps, bien sûr, au niveau du PAD, nous avons une vision fondamentale lourde qui est celle de lever les obstacles pour que le peuple algérien, qui est sorti par millions, pour qu'il puisse prendre son destin en main et exercer le pouvoir constituant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire la mobilisation de millions à la mettre entre les mains de quelques partis politiques ou de syndicats ou d'associations. C'est tout un peuple qui veut en finir avec ce système. C'est tout un peuple qui veut exercer pour la première fois depuis... Ramadan Tazib, l'avant-projet de constitution va vous être envoyé, ça a été dit, vous êtes un parti légal et avec vos collègues du PAD. Est-ce que vous allez répondre si éventuellement il y a des invitations pour venir discuter du contenu? Est-ce que vous allez y répondre, en tous les cas au niveau du Parti des travailleurs? Non, je ne peux pas répondre à cette question à partir du moment où on n'a pas encore le texte. Donc, ce sera les instances du parti qui vont décider. Mais d'ores et déjà, je vous dis que c'est à contre-courant de ce que veut le peuple algérien. Le peuple algérien veut un vrai changement qui vient d'en bas. C'est pour ça que la question de l'Assemblée constituante n'est pas dépassée, elle reste d'actualité, parce que c'est ce processus constituant qui donnera effectivement les moyens à toutes les franges de la société, à tous les Algériens, de toutes les idéologies, de tout bord politique qu'ils soient, de participer à l'édification véritable d'une 10e République égalitaire, une République des libertés, et non pas, comme on est en train de le constater, il y a des mots qui sont utilisés, mais dans les faits, c'est tout à fait le contraire, puisqu'on l'a si bien dit tous au début de l'émission, nous assistons à une régression effarante des libertés. Des libertés. Alors, Jafar Khdari, on est en train de comprendre un petit peu de ce qui se dégage de cette discussion-là, que le référendum constitutionnel a peu de chances d'être un grand rendez-vous compte tenu du climat, le Covid, le Hirak qui n'est pas impliqué, et donc ça risque d'être une opération politique ratée pour le régime. Par contre, sous le régime de la nouvelle entre guillemets constitution qui risque d'émerger de ce référendum, il va y avoir des élections législatives. Est-ce que cette question, c'est pas une bombe à retardement dans le Hirak, y aller ou ne pas y aller? Oui, bien sûr, parce que les circonstances actuelles déjà limitent la principale forme d'expression du Hirak qui était les marches. Et comme on vient de le dire, cette situation risque de durer. Je ne vois pas un retour à la possibilité de marche avant de plusieurs mois. Donc, entre-temps, il est possible que soit convoqué le corps électoral pour les élections législatives. Alors que faire? Bon, c'est une question ouverte. Je pense que tous les acteurs de Hirak vont en débattre. Et émergera... Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de réponse actée. C'est une configuration tout à fait inattendue, qui est largement liée à des facteurs exogènes. Et donc... si tu n'as pas de religion sur la question, on va se tourner vers l'imam Chokri Ammari. De religion. Il n'a pas de religion tranchée sur la question. Donc, sur la question d'y aller ou pas y aller. Chokri Ammari, je crois savoir que toi, pour la présidentielle, tu disais à un moment donné... Il faut y aller. Avec un candidat du Hirak. Qui aurait gagné. C'est-à-dire, il aurait perdu, ils ont trafiqué les élections. Et après,
on redevient toujours avec une longueur d'avance sur le régime. Hein. Et pourquoi il n'y a pas que toi qui as apporté cette solution? Il y a plein de raisons pourquoi. Hein. Parce que d'abord, ensuite, il y avait un problème de leadership, tout a été fait en fait d'en haut, et mais compris par cette volonté de garder un niveau horizontal où aucune tête n'émerge. Que tu n'as pas l'air de partager. Ça s'est passé. Là, bon, maintenant, pour la prochaine, il faut rappeler que le débat est plombé. C'est-à-dire le débat, déjà, il est forcé. Si tu dis en plein débat sur la Constitution que j'ai des doutes quant au gouvernement, hein, sur leur capacité à engendrer un débat sur la Constitution, tu te relèves, comment tu vas aller débattre comme ça? Donc, par principe, déjà, il ne faut pas aller au débat. Bon, c'est un avis personnel. C'est-à-dire, donner, je ne sais pas, faites des lois qui encouragent le débat, et après vous nous demandez de débattre. Mais si le débat est non seulement interdit et, comment on dit, pénalisable, comment tu peux me demander, viens faire un débat, alors que le cas c'est-à-dire, je vais faire un débat, c'est tout à fait mais cela dit, c'est dans la logique du régime, mais de toute façon, il n'a pas besoin de toi. Il a déjà décidé quels amendements il va faire pour des raisons internes. Pas pour le Hirak ou là, sinon il aurait réglé le problème, en commençant par les libertés collectives et individuelles. Ce que demandent les Algériens, les libertés, la justice. Parce que comme c'est le bled, c'était quoi? Le bled, c'est la reine, c'est ça. Donc il y a un problème de justice, d'impunité. Et est-ce qu'il a commencé par ça? Pour le Kajais, il aurait commencé par ça. On a perdu. Alors, on a perdu Ramadan. Hein, dernière info, Ramadan Tazmit vient d'être arrêté par les services de sécurité. non. Le téléphone est en ligne depuis longtemps. Oui, c'est évident. C'est évident que si les libertés ne sont pas respectées, s'il n'y a pas de liberté de presse, etc. Le débat est posé. Comment voulez-vous qu'on puisse organiser des élections? Tu viens d'influencer Jafar. Il a réfléchi, il a ça c'est une évidence. Je n'ai pas varié sur ce point-là. Par contre, il y a un deuxième problème qui est tout aussi évident, c'est est-ce qu'on va continuer la politique de la chaise vide? Est-ce que c'est profitable au Hirak? Est-ce qu'une certaine forme de représentation pour le vote, je suis d'accord, ne serait-ce qu'avoir une fonction tribunitienne? Je suis pour voter. Alors, mais le débat, oui, mais si on vote, après, il y a une logique. Tu es pour voter. Tu veux voter, mais pas sans débat. Mais y aller avec quel candidat? On va dire décembre 2020. Avec quel candidat qui pour législative le moins pire. Mais il faut des débats aussi pour la campagne électorale législative. Il faut des débats. Quoi ça sert les débats? Ils ont déjà décidé, et puis bon... La politique, on sait ce que c'est. Il y a même un parti d'opposition, il va promettre ça, mais des lâches. Je ne parle pas du PT, parce que Ramadan Tazib a été décroché. Non, il peut revoir en bas de... C'est pas du direct, il y a des choses. Non mais bon, au niveau de Hirak, malgré le confinement, malgré toutes les difficultés, il y a plusieurs initiatives qui entendent apporter une solution à cette situation. C'est-à-dire qu'il reste toujours dans l'esprit d'une négociation pour une transition démocratique, et donc organiser autant que faire la société civile autour de principes et d'un projet, et notamment je pense à celui que le collectif auquel j'appartiens sur lequel il travaille, à savoir le manifeste du 22 février, a le projet de malgré ces difficultés d'aller vers un congrès, vers une conférence nationale, et à partir de là, je pense que ces questions-là, effectivement, elles pourront être tranchées à travers une feuille de route. Aller ou ne pas aller au législatif, c'était un peu ça la question qu'on était en train de traiter pendant le court moment où vous n'étiez plus avec nous, Ramadan Tazib. De retour? Oui, c'est bon. Alors, le Parti des travailleurs a toujours participé au législatif depuis qu'il est constitué. Je ne crois pas me tromper en disant cela, à toute législature. De décembre 1991. Oui. Bon, ça, absolument. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a une nouvelle situation et est-ce que cette fois-ci, il faut changer de démarche? Et si on change de démarche, dans quelle configuration? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer des listes communes du PAD dans une élection législative à la fin de l'année pour ne plus laisser la chaise vide comme on pourrait le... Sincèrement, cette idée n'a jamais été discutée. Dans tous les cas, elle n'a pas germé au Parti des travailleurs. Nous sommes dans le plein processus révolutionnaire et tout ce qui va dans le sens de la réalisation des objectifs de la révolution, de ce que veulent les millions d'Algériens,
ne seront présents. Et ma foi, aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens ne croient pas qu'il y ait un quelconque changement qui puisse venir d'en haut. La preuve, nous sommes en train d'assister, que ce soit avant ou après les élections présidentielles, à l'aggravation des conditions d'exercice de la politique de manière générale. Mais est-ce que vous vous attendez quand même à ce que, bon, on connaît cela, et qu'il y ait des partis qui faisaient partie de l'opposition auparavant, qui vont, eux, avoir une autre analyse de la situation et vouloir quand même porter une partie du point de vue du Hirak dans un rendez-vous électoral? Je pense que jusqu'à présent, c'est plutôt le contraire qu'on a vu. Maintenant, chaque parti est libre d'adopter la tactique ou la position qu'il souhaite. Nous, au Parti travailleur, on n'a pas discuté de ce cas jusqu'à maintenant. Mais il est vrai que aujourd'hui, chaque jour, il confirme que tout est fait du côté du pouvoir pour préserver le régime en place avec ces institutions séparatiques antidémocratiques. Donc, on ne peut on va faire tout pour rester en diapason avec ce que veulent les millions d'Algériens. Alors, une question à mes invités ici au plateau. On est inquiet pour le Hirak parce que cette question peut le diviser. On peut imaginer que demain, si les Algériens se remettent à marcher, peut-être pas aussi loin que tu as l'air de le suggérer, parce que s'il y a un référendum populaire, ça veut dire qu'il y a quelque part un petit peu des mesures qui ont été levées sur les restrictions des libertés publiques. Le pouvoir aussi a un problème. Quelle majorité pour Tebboune? Il va s'appuyer encore sur le FLN et le RND. Il n'y a pas que l'opposition et le mouvement populaire qui a un problème. Hein. C'est aussi la majorité, le bloc social sur lequel repose le nouveau régime. Il n'y a pas, c'est le seul président. D'ailleurs, c'est le premier qui n'a pas de... C'est le premier président élu sans le FLN. Même Mohamed Boudef était en train de construire un parti au moment où il a été assassiné. Le Rassemblement pour la base. Tout à fait, mais sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu un réveil du peuple algérien, toute classe et toute catégorie confondue. C'est quand même unique ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Sous le couvert du confinement, etc., le mouvement est encore là. Il a sidéré à toutes ces mesures qui sont un défi pratiquement aux revendications du Hirak. Quand vous regardez ce qui était exigé tout au long et ce qui est de ce mouvement et ce qui est aujourd'hui le contexte en matière, notamment ce qui est quand même fondamental des libertés, on est clairement à l'opposé de ce qu'a voulu le Hirak en dépit des discours officiels. Sur cette question des majorités parlementaires et de la base du régime, Ramadan Tazibt, RND, enfin le triptyque FLN, RND et à un moment donné MSP, aujourd'hui vous voyez comment la démarche de Tebboune pour reconstituer une majorité demain si c'est le Parlement qui doit émettre et dégager un gouvernement? Ouais, nous n'avons jamais assisté aux tractations. Il a été souvent question de faire entrer le PT au gouvernement quand même. Oui, le pouvoir n'a pas de base sociale, il est complètement coupé de la société et ce n'est pas les quatre partis qui ont été les béquilles du régime durant des décennies qui vont pouvoir redonner vie à ce régime qui est dépassé par l'histoire, par les événements. Et juste pour rebondir sur la question des élections, nous pensons qu'aujourd'hui, la situation, est-ce que d'ici la fin de l'année, il y aura des conditions d'un quelconque scrutin? Je ne sais pas. Parce qu'au début de l'émission, je voulais rajouter donc aux problèmes politiques, aux problèmes de démocratie, aux problèmes de liberté, d'atteinte flagrante à la presse, etc., la situation sociale. Et nous sommes en train de constater un appauvrissement généralisé des masses populaires, des travailleurs et leurs familles. Enfin, moi j'ai eu des discussions avec un syndicaliste de la Cotitex de Drab el-Khadar. Les travailleurs sont sortis pendant 2 heures, ils ont formé l'axe autoroutier Tizi Ouzou-Alger. Il a dit nous n'avons plus de quoi manger. Il y a des entreprises qui sont en faillite, ce sont des milliers d'entreprises qui risquent de disparaître. Il y a des licenciements, il y a dans le projet de loi de finances 2020, il y a une réduction de 50% du budget de fonctionnement. Est-ce que le gouvernement a l'intention de licencier à tour de bras? Est-ce qu'il va réduire les salaires? Parce que ça se discute dans pas mal d'entreprises. C'est-à-dire que
très probablement, Les conditions ne seront pas réunies pour tenir des scrutins populaires. Une situation d'explosion généralisée. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce qui s'est passé le 22 février sera rien devant ce qui risque de se passer à l'avenir. Chokri Ammari ne partage pas ce point de vue. Je ne suis pas en train de... Ça fait des années, en fait, qu'on dit l'explosion sociale à Djaïa. En fait, ce qui est arrivé, c'est des manifestations pacifiques avec des revendications très claires. Je crois pas. D'ailleurs, qu'il ne faut pas souhaiter ça, ce scénario. Il ne faut pas le souhaiter, je ne crois même pas que ça va. Par contre, Ando Armdal a le droit de poser la question. Les politiques, il est en train de pousser à ça. De poser la question sociale, qui prouve d'ailleurs. Une seconde, Ramdan, une seconde, Chokri. On va laisser Ramdan terminer parce que c'est sa dernière intervention. On est arrivé à la fin de cette émission. Oui. Ramdan, pour conclure, donc le retour du Hirak risque d'être protéiforme avec l'arrivée en plus de la question sociale, en plus des revendications habituelles démocratiques du Hirak. On est en train d'accumuler les rancunes, les haines, parce que tout le monde a l'impression que le pouvoir est en train de profiter des menaces du coronavirus pour régler ses comptes avec la société. Et ça, il faut s'attendre peut-être à un retour de manivelle. Bien sûr, personne ne souhaite à ce que notre pays plonge dans la violence ou dans l'insécurité, etc. Mais force est de constater que les mêmes causes amènent toujours à toujours les mêmes effets. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de privations qui peut effectivement pousser dans leur dernier retranchement. Les Algériens, certainement, ne vont pas rester comme des victimes expiatoires. Merci Ramdan Tazib d'avoir participé à ce café presse politique au pied levé. On vous souhaite bons travaux pour le pacte de l'alternative démocratique demain. Merci. Les activités sont à l'arrêt, mais on réfléchit à l'avenir. Il y a cette question notamment, je ne sais pas, je vous pose la question comme ça, que le Hirak profite de cette pause-là pour à la fois réfléchir et s'organiser. Vous en pensez quoi? Je voulais rebondir un peu et rentrer dans l'histoire. L'Algérie, contrairement au Soudan, je crois que c'était le Robs, la France c'est le gaz, le Chili c'est le métro, le Liban c'est taxe sur WhatsApp. Les Algériens, pas pour des questions sociales. Hein. C'est pas parce que pour des questions éminemment politiques. C'est-à-dire, comme je disais, liberté, justice, la fin de l'impunité, la corruption, etc. etc. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le Hirak, rien ne lui empêche de s'organiser en liste pour les élections législatives à venir, avec des listes indépendantes, rien n'empêche. Par contre, il y a des gens qui vont dire oui, ça sert à rien, puisque bon, c'est comme le football, ça joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Et donc, il y a une partie qui va, ça c'est, on va dire, c'est les immunodépressifs, qui vont dire ça sert à rien. Il y en a d'autres peut-être qui vont dire, on n'a pas participé aux élections. Finalement, on n'a pas eu de candidat. Finalement, Abdelmajid Bontla, finalement, on est dans la même boucle infinie. Donc, c'est tout Hirak qui va se poser la question, avec la question, comme disait Ramdan, sociale en plus, qui prouve d'ailleurs que c'est pas le régime qui profite du virus, parce que le virus, il a commencé à mettre des milliers de gens au chômage, et ça, il va falloir rattraper la perte sociale, et c'est le gouvernement qui va être obligé de le faire en sachant qu'il n'a pas d'argent. C'est une émission, c'est beaucoup de questions, oui. C'est évident que cette crise va, au contraire, parce qu'on a l'impression que le régime profite de la pandémie, etc., pour rétablir la situation. C'est exactement le contraire, car il est fragilisé. Le consensus politique de la société par rapport au régime est moins évident que jamais. Effectivement, il n'a pas de base sociale, il n'a pas de base politique. D'ailleurs, on ne voit pas comment, dans les conditions actuelles, il pourrait recréer de briques et de braques des partis qui le soutiendraient. Donc, il risque de se retrouver en cas d'élection législative avec un vrai problème sur le dos, parce qu'il n'a plus de base. Et ça plaide plutôt pour y aller. Hein. Voilà, alors donc c'est pour ça on ne peut pas créer le RND comme on l'a fait à l'époque, parce qu'il y avait le terrorisme, situation particulière. Et puis non, mais surtout, c'est fini avec faire un parti en un mois. Parce que le peuple algérien s'est réveillé, c'est ça la grande différence. Avant, on pouvait fonctionner sur des clientèles, etc., mais tout le monde voit l'impasse dans laquelle ça nous mène. Le peuple algérien conscient, en particulier la jeunesse éduquée qui s'est mobilisée, etc., ne laissera pas faire à nous des élections comme celles qu'on a connues et qui nous ont amenés aux assemblées croupions que nous connaissons, c'est tout, voilà. Merci beaucoup. On ne peut pas empêcher un parti d'être créé. Hein.
Oui. Merci beaucoup, Choukri Amari. Merci beaucoup, Si tu me promets de dire du mal de l'Ouatan et de sa nouvelle orientation politique, je te laisse parler. Voilà, on est d'accord. Dis du mal du Maghreb émergent. Si, Maghreb émergent, on n'est pas encore le journal spécialisé en économie qu'on souhaiterait être. Ici, on est à Radio M et Radio M, elle est financée par l'étranger. Voilà. Par l'étranger. Moi, je rajouterais un mot. C'est quand la réouverture? Attends un scoop. Du site le site avec un VPN, tu peux y accéder. Si tu veux là, je parle de officiel. Officiel, est-ce que tu as un décret? On est dans l'illégalité. Tu nous invites à des débats. En plus, moi, je suis contre les débats, puisque, comme on disait Rabé, là, c'est clair ce qu'il faut faire. Je te donne l'information. On est en train de faire un débat dans un journal. S'il vous plaît, la régie, je sais que vous avez décidé à la fin de l'émission. Une radio. Je suis interviewé. Je suis interviewé. Illégal. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je te réponds. C'est illégal. Je te réponds en 2 mots. Ça peut intéresser. Est-ce que vous êtes en train de négocier? Alors, il s'est dit qu'on était suspendu parce que c'est l'excès de zèle, les services qui voulaient pourrir le climat pour Tebboune, etc. C'est une thèse qui a été beaucoup portée. Nous, on sait que c'était pas ça, on le savait plus ou moins, on savait que c'était plutôt Mohamed Saïd, le nouvel homme fort à la présidence, notamment en charge, ministre conseiller, porte-parole de la présidence, il vient de l'opposition, paraît-il, qui a fait du zèle après, parce qu'il n'a pas aimé un papier, notamment un papier qui fait le bilan des 100 jours de Abdelmadjid Tebboune. Donc, la suspension vient de la présidence de la République. Elle vient de nulle part ailleurs. Elle ne vient pas des services, elle ne vient pas de Antab. Si tu permets, je te réponds. Je te réponds. Tu m'as posé la question, je te réponds. Elle vient de là. Donc, en fait, on est mal embarqué parce que théoriquement, tant qu'Abdelmadjid Tebboune est président et tant qu'il Shahn Alena, on va rester suspendu. Théoriquement, c'est ce qui va se passer. Maintenant, il a fait pire. J'ai commencé l'émission avec ça. Il a accusé Khaled Rarni d'être Khbarji. C'est la pire ignominie qu'un président de la République a pu dire dans sa fonction. C'est la pire. C'est pour ça que moi je considère que la dégradation de la fonction de président s'est poursuivie. On pensait avoir touché le fond avec un président qui ne parle pas. En fait, on est au-delà avec un président qui parle. C'est pire que Tayyabat Imam. Je te laisse la responsabilité de ta comparaison. Donc voilà. Donc là, on est dans cette situation-là. On espère que chacun va revenir à la raison. L'Algérie a besoin d'autre chose. L'Algérie a besoin d'apaisement. L'Algérie a besoin de trouver une solution à ce qui est arrivé ces derniers mois. Nous sommes au fond du trou. L'aspect économique, on en parle tout le temps. Si on ne revient pas au dossier essentiel avec, en fait, en 2 mots, pour sortir de cette situation-là, on a besoin de rassembler tous les Algériens. On est dans le scénario inverse et ce scénario-là, c'est le scénario du pire. Des mesures d'apaisement. Qu'est-ce qui les empêche de faire des mesures d'apaisement? C'est bien qu'il y a des forces parasites à l'intérieur du régime. C'était pas prévu. C'était pas prévu que je sois interviewé par un journaliste, Choukri Ammari. On a fini l'émission sur les raisons qui ont amené la suspension de Radio Am. On avait décidé de faire l'impasse sur cette question-là parce qu'elle est de toute façon prise en charge en Algérie et ailleurs par des soutiens qui nous viennent de beaucoup tous les jours et que d'ailleurs je profite de l'occasion. De partout. Choukri Ammari Khaled Rarni a été soutenu par 29 très grands journalistes au niveau mondial qui ont... Moi, je suis triste pour l'Algérie. Je suis extrêmement triste que l'Algérie soit... Tbahdila, voilà, c'est exactement le cas. Tbahdila Kibira, que ces grands noms de la presse au niveau international interpellent l'Algérie sur le cas de Khaled Rarni et de la liberté de la presse. Daouna al-Mahzala. Voilà. Je préfère m'arrêter à cela parce que tu es en train de faire dérailler. Merci beaucoup à nos amis auditeurs. Merci beaucoup. Non, il y a Marana Saktin qui va démarrer dans 50 minutes et nous sommes déjà en retard. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Tu vas rarement sur les plateaux. Je te remercie beaucoup d'être rendu disponible. Merci. Merci beaucoup Jafar Lekhdari et merci à Ramadan Tazid qui était avec nous au téléphone pour ce numéro un peu spécial du Café Presse Politique. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.